Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se lance dans quelque chose d'un tout petit peu plus intéressant que réparer des petits bugs par-ci par-là. Et je parle du système d'attaque. Dans le fond, c'est ce qui met vraiment de la vie dans un système de tactical RPG. Dans le fond, c'est le combat. Parce qu'il n'y a pas de combat, c'est triste un tout petit peu. C'est drôle de dire qu'un système de combat met de la vie, mais bon, ça c'est pas grave, c'est une autre histoire. Donc, dans le fond, de la façon que je vais faire, c'est surtout un système basé sur plein de spells. Dans le fond, avec plein d'effets différents les uns des autres qui peuvent avoir des portées complètement absurdes ou un peu plus logiques. Et dans le fond, que chaque spell puisse faire une multitude de choses avec du dommage en splash, du dommage pas de splash, du healing à distance, collé sur soi-même seulement. Dans le fond, je vais essayer de couvrir le plus de choses possible parce que c'est intéressant et parce que c'est fun d'avoir de la diversité dans un jeu, pas juste ok, il faut que tu te colles sur l'ennemi pour pouvoir le taper. Une fois que tu l'as tapé, il va t'attaquer et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, c'est ça. On peut aussi mettre, pourquoi pas, des cooldowns entre chaque tour, de nombre de tours qu'on peut faire entre chaque relance de spell et des trucs comme ça. Donc, on va tout simplement s'y attaquer tout de suite. Et ce que je pensais faire pour le faire, c'était d'utiliser une data table. Les data tables dans Unreal, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ce que ça fait, c'est tout simplement, ben, on va dire une spreadsheet de Excel. C'est exactement ça. Mais, mettons, display d'une autre façon, mais c'est ultimement, c'est vraiment une spreadsheet d'Excel, puis vous pouvez même l'exporter pour l'éditer dans Excel, ou OpenOffice, ou whatever. Google Drive, etc. Donc, on va faire ça. Mais pour ça, ce qu'il nous faut, c'est tout simplement une structure sur laquelle se base notre spreadsheet. Donc, je vais tout simplement me créer une structure ici, dans Blueprint et Structure, que je vais appeler Struct Spells. Parce que ça va être majoritairement des spells. Même si pour l'instant, je vais juste mettre des attaques sûrement d'armes ou quelque chose comme ça. Mais ultimement, ça va être vraiment plus des spells. Parfait. Donc maintenant, c'est là qu'on pense à plein de choses qui peuvent être utiles dans nos spells. Premièrement, c'est quoi qui est le plus utile? Le coût. Dans le fond, combien ça coûte lancer ton spell. Et ensuite, bien évidemment, le damage. C'est les deux premières choses qu'on pense. Est-ce que ça ferait mal? Puis combien ça va me coûter? Ensuite, est-ce que c'est un spell melee ou c'est un spell range? Puis combien d'attaques qu'il fait? Combien de range qu'il peut faire? Donc on va dire range. C'est une catégorie relativement assez importante pour être elle-même, être une à part entière dans le fond, une catégorie à part entière. Parfait. Ensuite, damage range, on va dire, ok, pourquoi pas du healing? Donc, on va faire un petit booléen qui va dire healing, base healing. Donc, ce que ça va faire, ça va juste inverser le dommage si c'est du soin. Ensuite, j'avais parlé de cooldown. On va mettre le cooldown. Puis c'est pas des choses qu'on va toutes faire tout de suite. C'est juste des choses qu'on pense que ça pourrait être utile. On peut les modifier par la suite. Il n'y a aucun problème. Du hour damage. Du hour range. Dans le fond, quelle case que ça peut targeter en zone autour de la case qu'on cible. On pourrait dire, est-ce que les spells font du crit? Critical chance? Pourquoi pas? Oh, pas change. Critical chance. Et puis si ça fait du crit, c'est quoi l'effet? Donc on va dire que ça augmente le dommage. Critical damage. Ensuite, si c'est un spell à distance, j'avais pensé aussi, est-ce que le spell à distance peut se caster au travers des murs? C'est un truc qui pourrait être intéressant à essayer de déterminer un moyen de le faire, peut-être avec des recasts. Est-ce que tu vois ta target? Tu peux pas la voir? Ok, tu peux pas viser cette cible-là. Des trucs comme ça. Donc ça peut être intéressant. On peut ajouter ça. Can attack through walls. War obstacles, walls. Can attack through walls. Parfait. Donc ça c'est un booléen. Ok, donc on va tout simplement setter les types de variables. Le coût, ça va être un int, bien sûr. Le damage, ça va être un int aussi. Ensuite, le range. Comme on marche depuis le début, ça va être un array d'index qui va être des vecteurs 2D. Ça ici, et ça va être un array. Ensuite, est-ce que c'est un healing? Bon, on va laisser un booléen. Le cooldown, ça va être en int aussi. La range, encore une fois, si on parle encore de range, donc on va se faire un array de vecteurs 2D. Ensuite, pourcentage de coups critiques.
on peut soit mettre un float entre 0 et 1, ou on peut rester avec des int, parce que tout le reste c'est des int. Je vais rester avec des int, dans le fond, entre 0 et 100. On va y aller comme ça va être un pourcentage. Et ensuite, critical damage, bon, int aussi. Dans le fond, on fait juste augmenter le dommage. Bon, ça c'était une petite data table rapide. Maintenant, pas une data table, une structure. Maintenant, il faut créer une data table, justement, à partir de cette structure-là. Donc, je vais me faire ici, dans Miscellaneous. Ce qu'on peut faire ici, le quatrième choix à partir d'en haut, c'est Data Table. Donc, on clique là-dessus. Ça dit absolument rien, mais il faut choisir une structure. On peut le faire sur les tiles, mais c'est pas tant utile, donc on va aller avec nos spells. Spell. Ok, parfait. Donc je vais l'appeler DT. DT. Spell. Parfait. Et on voit quand on ouvre ça que nos catégories sont déjà toutes là. Dans le fond, toutes nos noms de variables sont été convertis en catégories ici, et c'est dans le fond des noms de colonnes. Donc, bien. Maintenant, il faudrait s'ajouter des éléments dans la colonne. Et voilà, donc on voit que tout ça popule comme une spreadsheet Excel avec des valeurs par défaut. Donc, on va y aller tout simplement avec le nom de notre row, on va dire le nom du spell, pourquoi pas. Donc, on va dire ça c'est une attaque à l'épée, sword. Ensuite, bow, on va aller comme ça pour avoir une attaque à distance. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Je voulais tester mon healing, donc healing potion. Puis ensuite, on va dire une grosse attaque qui fait comme plein d'AOE autour de toi, des trucs comme ça, donc je vais juste l'appeler Rage. On va essayer ça comme ça, c'est des noms, ça veut absolument rien dire pour l'instant. Les costs, on peut essayer au hasard, on peut dire le cost ça va être 5, le dommage on va dire on va être à 2, 3. Est-ce que c'est du healing? On va dire que oui. Ensuite, le cooldown, on va dire un tour. On va dire un tour entre deux attaques d'épée. Bon, ça change pas grand chose. Coup critique, on va dire qu'il y a 20%, 20% de chance. Et critical damage, on va dire que au lieu de taper 3, il va taper 10. Parfait. Est-ce que ça peut attaquer au travers des murs? Non, pas vraiment. Ensuite, la range. Même chose que on faisait avant, dans le fond. Ça va être les index relativement à ta position. Donc, il peut taper, on va dire qu'il peut taper en avant de lui, en arrière de lui, puis sur les côtés seulement, pas en diagonale. Mais on peut rajouter les diagonales aussi sans problème. Donc, 1, 0, 0, 1, moins 1, 0, et 0, moins 1. Parfait. Donc, ça nous donne notre range. Ensuite, la où range, il n'y en a pas vraiment. Notre épée tape pas en zone. Donc, c'est bien. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est juste tout simplement remplir toutes ces valeurs-là ici pour tous nos sorts et tout. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est pas le faire dans Unreal. On peut le faire en dehors d'Unreal. Et c'est là que ça peut devenir intéressant d'utiliser une data table. C'est que c'est un format qui peut être facilement travaillable dans d'autres outils un peu plus mieux faits que ici tout simplement devoir sélectionner ça, ensuite aller ici, écrire les chiffres, et ensuite blablabla, ça se met à jour, et tout. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement l'exporter. Ici, quand on fait clic droit dessus, on a deux choix. Export as CSV et Export as JSON. Je ne sais pas si vous connaissez les deux choix, mais dans le fond, CSV, c'est tout simplement une spreadsheet Excel qui est séparée par des virgules. Et JSON, c'est un format un peu plus fait comme un dictionnaire, dans le fond, si vous êtes familier avec les dictionnaires en programmation. Donc, c'est un format qui est relativement très intéressant aussi. Je l'aime beaucoup pour les arrays, dans le fond. Je trouve que les arrays sont plus facilement éditables en JSON qu'en CSV. Donc, je me promène entre les deux, puis j'essaie d'utiliser l'outil qui me plaît le plus. Mais pour vous faire une démonstration, je vais tout simplement en exporter deux et ensuite regarder les différences et voir comment l'utiliser en dehors et le ramener par la suite surtout. C'est ça le plus important. Donc voilà, j'ai ici mes deux fichiers que je viens d'exporter. L'autre ici, dans le fond, c'était mes tests que je vais utiliser tantôt pour tout simplement le réimporter avec toutes les informations déjà remplies pour pouvoir avancer à la prochaine étape. Mais avant, on va regarder ce que ça donne comme deux formats. Le premier format, c'est simple, je l'ouvre dans Notepad parce que j'aime bien ce que ça donne comme résultat. Et dans le fond, hop, si j'amène Notepad ici, on voit que c'est un format un petit peu intéressant. Chaque rangée a une clé qui est associée à un élément dans le fond. Donc,
le coût, 5, le dommage, 3, la range, un array ici. Comme je disais, les arrays sont en hauteur, donc ce que ça fait, c'est que c'est plus facile à éditer si jamais on veut éditer un array rapidement. Parce que dans les CSV, dans le fond, les arrays sont en longueur, et ici c'est en hauteur, donc ça va beaucoup mieux. Si on veut, on peut le modifier, pas tout simplement juste changer les valeurs, mais on peut décider de le dupliquer comme ça, comme ça, comme ça. Il faut juste s'assurer de garder le bon format, comme avec une virgule entre chaque ici. Dans chaque élément, dans le fond, il faut garder la virgule. Et tout simplement, à la fin, ne pas mettre de virgule, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, je viens d'augmenter le nombre d'éléments. Ça ne changera absolument rien. On peut changer le nom, on peut changer un peu tout. Donc même chose, healing true, cooldown 1, our range, c'est un array vide. Il faut juste garder la même nomenclature. Mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne surtout bien pour les arrays parce que, dans le fond, c'est facile, ça se rajoute des éléments super rapidement, puis c'est facile à modifier. L'autre format, dans le fond, c'est CSV. En ce moment, ici, j'ai juste OpenOffice d'installer, donc on va l'ouvrir dans OpenOffice, mais un peu tout peut bien fonctionner. Ici, la première chose qui nous demande, ça devrait pas être coché par défaut, si je ne me trompe pas, le comma, ici, c'est dans le fond la façon que vous voulez le séparer. Vous pouvez choisir tab, other, blablabla, vous pouvez décider, mais Unreal, ce que ça fait, c'est que ça le sépare par comma. Ce que ça fait, c'est que ça met une virgule à toutes les places où il devrait avoir un changement de case. Donc, si on regarde ici dans le petit graphique en bas, on voit que maintenant c'est tout séparé en cases comme ça, en colonnes, comme un vrai spreadsheet Excel. Donc voilà, ici, on voit ce que ça donne comme résultat. Donc si je l'ouvre dans OpenOffice, voilà ce que ça nous donne. Nos attaques sont là, ainsi que toutes les informations qu'on avait rentrées et ceux qu'on n'avait pas vraiment rentrées. Donc ici, on peut voir que tout simplement les arrays sont relativement un peu plus chiants à éditer. Donc c'est pour ça que je préfère l'autre format pour les arrays. Mais pour tout le reste, c'est relativement très logique. Au fond, c'est juste une spreadsheet bien normale. On peut changer ça, on peut changer ça, on peut faire true ici, et voilà. Donc, oups, ça l'a mis en majuscule, étrangement. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'au final, je garderai pas ça. Vous pouvez la sauvegarder, keep as current format, ou changer de format, mais c'est mieux de keep current format. Pour que, après ça, Unreal puisse le relire quand vous allez l'importer. Justement, pour l'importer, ce qui est idéal, en fond, c'est d'avoir un fichier avec le même nom et qui contient les mêmes colonnes. Dans le fond, il faut vraiment que le fichier soit le plus identique possible. Dans le fond, l'idéal, c'est vraiment d'exporter un fichier template avec vos noms de colonnes et tout, et le réimporter par la suite. Donc, pour le réimporter, c'est simple. C'est la même chose pour les deux. Il faut juste le prendre et le drag and drop dans le Content Browser, là où il y a l'autre. Et ensuite, il va l'importer. Là, ici, on voit que j'avais des erreurs parce que P-Attack Through Walls n'existe pas. Donc, ok, on va regarder pourquoi. Parce que dans le fond, ce qu'il a fait ici, il a juste tout simplement ignoré parce que ma colonne n'existait pas. C'est parce que ici, si mettons je l'ouvre dans Notepad, je l'avais nommé différemment, je crois. Ah, c'est ça. Bacon Attack Through Obstacle. Et ici, c'est Bacon Attack Through Walls. Parfait. Donc, on va juste tout simplement le modifier rapidement pour pouvoir le réimporter par la suite. Donc, obstacles ici, je vais écrire walls. Hop. Puis, on peut voir aussi, si on regarde rapidement, que mes colonnes ne sont aucunement écrites dans le même ordre, dans le même sens. Les variables changent, l'ordre des variables a changé, mais ça fonctionne quand même. Il les a quand même trouvés, puis il les a quand même mis aux bonnes places. Donc maintenant qu'il est associé à un fichier, on peut voir dans le source file ici en bas à droite, en bas quand je passe la souris dessus, il est associé à un fichier. Maintenant, la seule chose que je peux faire, c'est tout simplement cliquer droit dessus et reimport. Ça ici, ça l'est réimporté, pas de message d'erreur cette fois, et voilà, nos values dans le can attack through walls sont là. Parfait. On a nos informations pour nos spells. On peut aussi mettre toutes sortes d'éléments. On n'est pas obligé de juste mettre des éléments textuels. On peut écrire, on peut tout simplement mettre des images ou des trucs comme ça. La façon que ça fonctionne, ça va souvent fonctionner avec des paths. Donc, on lui fournit le path pour se rendre jusqu'à l'asset et il utilise une référence à cet asset-là. Par exemple, pour une texture, on pourrait choisir l'image qu'on veut pour chaque spell et tout simplement l'ajouter dans notre data table. Parfait. Maintenant, il manque juste à utiliser cette data table. Parce que là, on vient de passer beaucoup de temps à juste créer une structure de texte. Mais maintenant, ça pourrait être intéressant de l'utiliser.
Donc, pour utiliser une data table, c'est simple. Je vais aller dans ma unit rapidement parce que ça devrait être ici qu'on va s'en servir, je crois. Ce que je peux faire, c'est get data table row names, puis il y a un get data table row. Donc, ici, j'ai mon get data table row. Je peux y sélectionner quelle data table que je veux utiliser, donc en ce moment, j'en ai rien qu'une. Et on a les noms ici qu'on peut sélectionner. Et ce que ça peut nous faire ici, si on split, ça nous donne toutes les informations associées à cette row-là. C'est super simple. Mais par contre, on peut se dire, hein, je connais pas vraiment quel nom qui va arriver là. Ben, lui, ce qu'il fait, de 1, il peut dire, ok, ben le nom qui vient de me passer, c'est pas un bon nom, donc je fais rien avec ça. Ou sinon, il a trouvé le nom, donc c'est parfait. Mais aussi, ce qui est utile, c'est get data table row names, comme c'est ici. Ce que ça fait, c'est, on peut choisir notre data table, et ça nous donne la liste de tous les noms de rangées qu'il y a dans cette table-là. Donc on peut la sauvegarder quelque part, et ensuite, si mettons on veut louper au travers, ou tout simplement essayer de trouver un nom avec un index, par exemple, on peut tout simplement prendre l'index associé dans cet array-là. Donc parfait, c'est comme ça qu'on accède à une data table. Donc je vais faire un petit exemple rapide. Input, on va dire K. Ça doit être un bouton que je me sers pas souvent, ça ici. Donc input K. Qu'est-ce que je fais? Dans input K, on va dire que je prends les noms de ma rangée, de toute ma table. On va dire que je vais getter, on va getter l'élément 2 dans cette rangée-là, comme ça ici. Parfait. Et ensuite, si on trouve la rangée 2, ce qui devrait arriver parce qu'on vient de la prendre dedans, donc ici, on va juste faire un print string ici. Puis on va dire append string. On va tout simplement dire OK, combien que le spell coûte et combien que est-ce que le spell peut attaquer au travers des murs. Tiens, on va y aller comme ça, juste ces deux variables. Parfait. Donc si mettons je m'en vais ici et je fais K, ça fonctionne pas pour une bonne raison, c'est qu'on n'est pas dans le player controller. Je vais juste tout simplement CTRL X pour couper tout ça et je vais tout simplement l'emmener dans le player controller rapidement. Hop hop hop. Coller ça ici, parfait. Dans le player controller, l'input devrait être pris en compte. Et voilà, si j'appuie sur K, et voilà, 3 false. Donc le spell de la rangée 3 coûte 3, puis c'est pas un spell pour se travailler des murs. Le spell de la rangée 2, je veux dire. Donc c'est ça. Donc parfait, maintenant on est capable d'utiliser notre data table. Ça va nous être utile dans la prochaine vidéo, mais qu'on commence à l'utiliser pour vrai.